Je m'appelle Joshua, j'ai 33 ans, et ma propre famille a falsifié des documents légaux pour me voler ma maison de 5 millions de dollars pendant que j'étais hors du pays. Avant de vous raconter le cauchemar fédéral absolu que je leur ai fait vivre, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai monté ma valise sur l'allée raide et parfaitement pavée de ma maison de Malibu. J'étais absolument épuisé. Je venais de passer 2 semaines à Genève, menant un audit financier exténuant sur une société de transport maritime multinationale. En tant qu'expert comptable judiciaire principal, ma vie est un tourbillon de feuilles de calcul, de comptes offshore cachés et de fraude d'entreprise. Revenir à l'odeur de l'océan Pacifique et des eucalyptus de ma propriété était la seule chose qui me tenait. J'ai atteint la lourde porte d'entrée en acajou. Glissé ma clé sur mesure dans le pêne dormant en laiton et poussé. Rien. J'ai secoué la clé. Elle n'a même pas tourné. J'ai regardé de près le boîtier métallique. Tout le mécanisme de la serrure avait été complètement remplacé. Un neuf froid s'est formé dans mon estomac, mais ma panique a été interrompue lorsque j'ai baissé les yeux à ma droite. 6 boîtes en carton bon marché et fragile étaient empilées négligemment sur ma pelouse impeccable, juste à côté des arroseurs actifs. Je me suis approché et j'ai ouvert la boîte supérieure. À l'intérieur se trouvaient mes diplômes universitaires, mes manteaux d'hiver, et, à mon horreur absolue, l'urne en bois contenant les cendres de mon grand-père. Elle était juste négligemment jetée là, à côté d'une paire de chaussures de course boueuse. Collée à l'extérieur de la boîte se trouvait une note manuscrite. J'ai instantanément reconnu l'écriture désordonnée et bouclée. Elle appartenait à mon frère aîné, Elia. La note disait « Nous faisons cela parce que nous t'aimons. S'il te plaît, fais-toi aider. » Je n'ai pas crié. Je ne suis pas tombé à genoux pour pleurer. Quand on passe toute sa carrière à traquer des millions de dollars cachés par des détourneurs de fonds sans scrupules, on apprend à détacher ses émotions instantanément. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS rapide à mon avocat d'affaires, David. Ils ont mordu à l'hameçon. Dépose tout maintenant. Juste au moment où j'appuyais sur envoyer, le nouveau pêne dormant a cliqué de l'intérieur. La porte s'est ouverte, révélant Elia. Debout dans le foyer de ma propre maison. Il portait un blazer sur mesure. Bordeaux ridiculement cher et un sourire narquois qui me faisait bouillir le sang. Debout juste derrière lui se trouvaient 2 policiers en uniforme. Elia a 35 ans, l'enfant chéri incontesté de notre famille, et un homme qui aime se faire appeler entrepreneur en crypto-monnaie et en immobilier. Ce qui l'omet généralement dans son discours de présentation tape à accent grave l'œil, c'est sa longue histoire avec les tribunaux fédéraux de faillite. Il était noyé sous d'énormes dettes et mon actif de 5 millions de dollars sans charge était juste là, le tentant. Officier, c'est exactement ce que je vous disais, a dit Elia, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations mielleuses. C'est mon petit frère. Joshua, comme je l'ai expliqué. Il traverse une grave dépression psychologique. La pression de son travail de comptable l'a finalement brisé. Ma femme et moi avons dû intervenir et prendre le contrôle de ses actifs pour l'empêcher de ruiner sa vie. Nous lui avons demandé de quitter les lieux il y a des semaines. Mais il n'est clairement pas ancré dans la réalité en ce moment. Le plus âgé des 2 officiers, un homme à la moustache grisonnante dont le nom indiquait Matthew, s'est avancé. « Monsieur, je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité. » J'ai calmement tendu la main dans ma veste, sorti mon permis de conduire et le lui ai remis. L'officier Matthew l'a regardé, puis m'a regardé. « Joshua, votre frère ici nous a fourni des documents notariés montrant que vous lui avez récemment transféré la propriété de ce bien. Il nous demande de vous faire partir des lieux pour intrusion. » Transférer la propriété, ai-je demandé, gardant ma voix dangereusement neutre. Puis-je s'il vous plaît voir cette documentation? Elia a avidement brandi un épais dossier en carton.
Manille en a sorti une seule feuille de papier cartonné épais. Il l'a tenue. Juste assez près pour que les officiers puissent voir le lourceau notarial en relief en bas. C'est un acte de cession standard, a expliqué Elia avec fluidité aux policiers. Il me l'a signé entièrement libre de toute contrainte. Avant son voyage. Nous essayons juste de protéger ses capitaux propres avant qu'il ne les gaspille. J'ai regardé directement le visage arrogant d'Elia. Dis-moi quelque chose, Elia. Quand toi et nos parents vous êtes assis pour falsifier ma signature sur cet acte, quelle couleur de stylo avez-vous utilisé? Elia s'est raidi. Le plus jeune officier, Luc, s'est déplacé avec inconfort sur ses pieds. Je ne sais pas de quoi tu parles, a répondu Elia à voix haute, s'assurant que les policiers l'entendent. Tu l'as signé toi-même. Dans la cuisine. Tu as utilisé un stylo à billes noires. Nous t'avons tous vu le faire. J'ai souri. Un sourire véritablement éclatant. Un stylo à billes noires. C'est incroyablement utile. Merci. Les épais sourcils d'Elia se sont froncés. De confusion. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant qu'expert comptable judiciaire, toute ma vie professionnelle tourne autour des détails microscopiques de la fraude financière, ai-je dit, en tournant mon corps. Ainsi, je m'adressais aussi aux officiers. En raison de la nature hautement sensible de mon travail, j'ai un protocole personnel très strict. Je ne signe jamais, en aucune circonstance, un document juridiquement contraignant avec un stylo noir. L'encre noire peut être facilement photocopiée, scannée et manipulée. J'utilise uniquement un stylo plume sur mesure avec une nuance très spécifique d'encre bleu nuit. Elle contient des éléments traces qui la rendent impossible à reproduire sur un scanner couleur standard. L'arrogance disparut complètement du visage d'Elia, remplacée par une immobilité rigide et inconfortable. Sa mâchoire se serra si fort que je pouvais voir une veine pulser à sa tempe. Si vous présentez un document à un juge avec ma supposée signature à l'encre à billes noires de base, ai-je poursuivi, tout expert en documents judiciaire compétent va le démolir. Ils examineront la composition chimique de l'encre. Et quand ils verront que c'est un stylo bon marché de magasin $1, ils demanderont à nos parents sous serment pourquoi ils se sont parjurés. Tu bluffes, cracha Elia, sa voix tombant à un chuchotement paniqué pour que les policiers ne l'entendent pas. Tu l'as signé. Tu es juste fou. Le suis-je, ai-je demandé doucement. Tu as été négligent, Elia. Parce que tu es un amateur arrogant jouant le jeu d'un professionnel. Je lui ai tourné le dos, j'ai ramassé la boîte contenant les cendres de mon grand-père et j'ai descendu la longue allée pavée vers ma voiture. Je pouvais sentir ses yeux brûler mon dos. Je savais exactement ce qu'il faisait en ce moment. Il fixait ce dossier Manille, se demandant s'il venait de commettre une erreur fatale qui le mènerait en prison. Il l'avait fait, mais la couleur de l'encre n'était qu'une petite égratignure à la surface du piège fédéral que j'avais construit pour lui. Je n'ai pas conduit à un hôtel. J'ai conduit directement à la source de l'infection, la maison de mes parents. Le trajet jusqu'à Calabaza a pris 30 minutes, mais cela m'a semblé une éternité. Il vivait dans une communauté fermée haut de gamme où tout le monde cachait de sombres secrets derrière des rosiers parfaitement taillés. Je me suis garé à un demi-pâté de maison et j'ai marché vers le portail arrière. J'ai entendu de la musique jazz entraînante et le cliquetis des verres en cristal avant même de les voir. J'ai poussé le portail en bois et j'ai pénétré sur le vaste patio en pierre. C'était un barbecue dominical parfait. Mon père, Thomas, se tenait près du grill en acier inoxydable, retournant des steaks coûteux. Ma mère, Martha, versait du champagne dans des flûtes en cristal. Assise sur le canapé d'extérieur, la femme d'Elia, Chloé, reposait une main sur son ventre de femme enceinte et riait bruyamment. Accrochée à l'arrière de la terrasse, une immense bannière faite à la main proclamait «
Félicitations, Elia et Chloé, pour votre nouveau domaine de Malibu. L'audace pure a serré ma poitrine. Je n'ai pas fait irruption en criant. J'ai simplement traversé le patio et me suis tenu au bord du tapis. D'extérieur. Chloé m'a vu la première. Son rire s'est éteint instantanément. La flûte de champagne a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le sol en pierre. Le son a fait se retourner ma mère. Martha a figé. Thomas a baissé sa spatule. La musique jazz a soudainement semblé incroyablement forte dans le lourd. Silence. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé ma mère, sa voix épaisse de rage défensive. « Je suis juste là pour admirer les décorations, ai-je dit, en désignant la bannière. Célébrer le vol de la maison de votre propre fils avec des steaks et du champagne. Avez-vous aussi utilisé mon fonds d'études pour acheter la viande ?» Martha a claqué sa bouteille de champagne sur le comptoir. En granit. Elle a traversé le patio, s'arrêtant à quelques centimètres de mon visage. Ses yeux brillaient d'un sentiment d'orgueil furieux. « Écoute-moi, sale. Ingrat, a-t-elle sifflé, pointant un doigt manucuré sur ma poitrine. Nous avons fait ce que nous devions faire. Tu es entièrement absorbé par tes audits d'entreprise, négligeant complètement ta vraie famille. Chloé est enceinte. Elia construit un héritage. Tu es un égoïste bourreau de travail célibataire. Qui n'est même jamais dans le pays. À quoi te sert une maison de 5 millions de dollars? Donc, parce que j'ai choisi de construire une carrière au lieu de devenir un escroc en faillite comme Elia, mes actifs sont automatiquement à prendre. C'est comme ça que la loi fonctionne dans ta tête, Martha? L'utilisation de son prénom a allumé la poudrière. Ma mère a levé la main et m'a giflé violemment sur la joue gauche. Le claquement de sa paume a résonné fortement par-dessus la musique. Ma tête s'est tournée brusquement sur le côté. Une rougeur brûlante est apparue sur ma mâchoire. Chloé a poussé un halètement dramatique, couvrant sa bouche des deux mains comme si elle était la victime de cette violence soudaine. Thomas n'est pas intervenu. Il a juste regardé depuis le grill, une expression froide sur son visage, approuvant silencieusement l'agression. J'ai lentement tourné ma tête pour regarder ma mère. Je n'ai pas bronché. Toute ma vie, je m'étais contorsionné pour correspondre à leur moule. Essayant d'acheter leur affection avec un soutien financier. J'ai payé leurs vacances. J'ai financé les investissements ratés de mon père. La douleur physique de la gifle n'était rien comparée à la clarté glaciale profonde qui s'est installée dans mon cerveau. Tout lambeau persistant d'obligations familiales fut instantanément incinéré. Tu l'as mérité, a répliqué Martha, bien que sa main trembla légèrement. Tu dois tout à cette famille. Prendre cette maison. C'est juste nous qui recouvrons une dette que tu as ignorée pendant des années. J'ai regardé au-delà d'elle vers mon père. Tu penses que signer un document falsifié équilibre les comptes? Tu as pris tout mon avenir quand j'avais 18 ans. Et tu as dépensé 80 000 $ de mon fonds d'études pour un mariage extravagant pour Elia. J'ai dû contracter d'énormes prêts étudiants et travailler 3 emplois. Juste pour survivre, pendant qu'Elia sirotait du champagne en lune de miel à Bora Bora que j'avais involontairement payé. Cet argent appartenait à l'unité familiale, a rugi Thomas, son visage prenant une teinte violette de colère. Il s'est avancé, serrant sa spatule comme une arme. Et en tant que chef de famille, j'ai décidé de la meilleure utilisation. Elia avait besoin d'un bon départ pour son mariage. Tu étais toujours assez intelligent pour t'en sortir. Tout seul. Tu nous dois pour t'avoir élevé. Et si tu penses que tu peux simplement engager un avocat bon marché pour annuler ce transfert de propriété, tu me sous-estimes gravement. Thomas a gonflé sa poitrine de fierté. J'ai passé 40 ans en tant que responsable de prêt principal dans l'une des plus grandes banques commerciales de Californie. Je sais exactement comment le système fonctionne.
J'ai demandé un service. Un ancien collègue à moi, un notaire public certifié, me devait une promotion que je lui avais donnée il y a 20 ans. Il était plus qu'heureux de tamponner l'acte de cession sans que vous ayez besoin d'être dans la pièce. Je l'ai regardé, sincèrement impressionné par l'ampleur de son arrogance. Vous êtes dans votre jardin, avouant négligemment avoir organisé une conspiration en vue de commettre une fraude électronique. Tout cela pour couvrir les échecs catastrophiques d'Elia. Ce n'est pas de la fraude quand c'est la famille, Joshua, a rétorqué Thomas. C'est de la redistribution des richesses. Je suis content que vous pensiez tant de vos connexions bancaires, papa, ai-je dit doucement, reculant vers le portail. Parce que vous allez avoir besoin de chacune d'elles pour expliquer à un juge fédéral pourquoi vous avez forcé un notaire à falsifier des documents immobiliers. Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à la rue. Je n'ai pas regardé en arrière. De lourds nuages sombres s'étaient rapidement rassemblés sur la vallée de San Fernando, remplaçant le soleil de l'après-midi par une averse violente et soudaine. Je suis monté dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes. Le martèlement rythmique de la pluie correspondait au battement rapide de mon cœur. J'ai tendu la main vers le siège passager et j'ai sorti mon ordinateur portable crypté et robuste. Lorsque j'ai acheté le domaine de Malibu, je n'ai pas seulement installé un système d'alarme standard. J'ai câblé des micro-caméras de qualité militaire dans les détecteurs de fumée, les bouches CVC et les moulures couronnées sur mesure de chaque pièce principale. Elles fonctionnaient sur un réseau cellulaire indépendant. Ma famille pensait que j'étais juste un simple chiffreur ennuyeux. Ils n'avaient aucune idée qu'il venait de pénétrer dans une forteresse conçue pour attraper les criminels professionnels. J'ai démarré l'ordinateur portable et ouvert le tableau de bord de surveillance. L'écran s'est allumé, affichant une grille de flux vidéo haute définition de l'intérieur de ma maison. J'ai maximisé le flux de mon bureau à domicile. Elia faisait les 100 pas sur mon tapis persan vintage, son téléphone portable à l'oreille. Son blazer en velours était déboutonné, et il avait l'air à la fois frénétique et profondément excité. Le flux audio était cristallin. Oui, c'est exact, a dit Elia au téléphone, sa voix résonnant légèrement dans la grande pièce. La propriété est entièrement libre de charges, solde hypothécaire nul. L'estimation de la valeur est juste au-dessus de 5 millions. Je cherche à retirer 4 millions grâce à un refinancement avec retrait de fonds et j'ai besoin que la souscription soit accélérée. Je me suis adossé à mon siège de voiture, écoutant la pluie et le son de mon frère creusant sa propre tombe. Un refinancement avec retrait de fonds. C'était la plus vieille et la plus désespérée astuce du manuel pour les frères immobiliers en difficulté. Il utilisait l'acte de cession falsifié pour revendiquer la propriété de la maison. Et maintenant, il essayait d'utiliser la maison comme garantie pour emprunter 4 millions de dollars en argent liquide pur à un grand prêteur à New York. Non, l'ancien propriétaire était mon frère cadet, a menti Elia sans effort à l'agent de crédit au téléphone. C'était un transfert familial. Nous l'avons gardé entièrement hors marché. J'ai l'acte de cession notarié ici sur le bureau. Oui, je peux télécharger le PDF sur votre portail. Sécurisé dès maintenant. Il s'est assis sur ma chaise de bureau en cuir, a posé son ordinateur portable sur mon bureau en acajou et a commencé à taper. Mes caméras ont capturé chaque frappe. Il utilisait sa propre adresse email. Depuis une adresse IP en Californie, envoyant des documents légaux falsifiés à une banque fédérale assurée située à New York. Au moment où il a transmis cet acte falsifié à travers les frontières de l'État, il a franchi un seuil légal massif. Il commettait activement une fraude électronique fédérale, un vol d'identité aggravé et une fraude bancaire. Il a brandi son poing en l'air, complètement inconscient du fait que sa danse de victoire était enregistrée et stockée sur un serveur sécurisé.
Il croyait qu'à la fin de la semaine, 4 millions de dollars en argent liquide non imposable arriveraient sur son compte bancaire, lui permettant de rembourser ses créanciers furieux et de maintenir à flot son faux style de vie de millionnaire. Mais Elia avait complètement échoué à effectuer même la due diligence la plus élémentaire sur la propriété qu'il était en train de voler. J'ai minimisé le flux vidéo et ouvert un réseau privé virtuel sécurisé sur mon ordinateur portable. Il était temps de s'assurer que la demande de prêt frauduleuse d'Elia ne soit pas accidentellement rejetée par le logiciel automatisé de détection de fraude de la banque. J'avais besoin que l'argent arrive rapidement sur son compte parce que le crime fédéral n'est entièrement complet et totalement irréversible que lorsque les fonds volés changent officiellement de main. Mes doigts volaient sur le clavier. En tant qu'enquêteur principal, je possédais des habilitations de sécurité de haut niveau qui me donnaient un accès dérobé aux bases de données principales de presque toutes les grandes institutions financières du pays. C'était un outil conçu pour geler les actifs des blanchisseurs d'argent internationaux. Mais aujourd'hui, je l'utilisais pour surveiller un parasite domestique. J'ai acheminé ma connexion via un serveur sécurisé et me suis glissé directement dans le système de souscription automatisé de la banque de New York qu'Elia venait d'appeler. J'ai localisé sa demande de prêt instantanément. Elle se trouvait dans une file d'attente numérique, clignotant en jaune. Les algorithmes préliminaires de détection de fraude de la banque avaient déjà signalé la soumission. Un acte de cession soudain et non enregistré transférant une propriété de 5 millions de dollars sans qu'aucune somme d'argent ne change de main était un énorme drapeau rouge. Dans des circonstances normales, cette demande aurait été gelée, renvoyée à un souscripteur humain et soumise à une recherche de titre rigoureuse. Cette recherche de titre aurait immédiatement exposé le faux notarial de mon père. Le prêt aurait été refusé, laissant Elia les mains vides, mais toujours légalement à l'abri de poursuites fédérales majeures parce que l'argent n'avait pas encore été réellement volé. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Une demande refusée n'était qu'un simple inconvénient. J'avais besoin d'un crime complet. J'avais besoin qu'il soit piégé dans une situation dont il ne pourrait jamais se tirer par le mensonge. J'ai accédé au terminal de dérogation manuel de la banque. Mon écran m'a demandé un code d'autorisation administrative. J'ai saisi mes identifiants. C'était le moment exact où j'aurais pu tout arrêter. J'aurais pu appeler les autorités locales et les faire expulser. Cela aurait été la solution de facilité. Mais la facilité n'était pas ce que ma famille méritait. J'ai marqué le transfert de titre comme vérifié et classé le faux acte de cession comme une cession intrafamiliale standard. J'ai désactivé systématiquement les alertes qui auraient déclenché une révision manuelle obligatoire par le service juridique de la banque. Puis j'ai déplacé mon curseur sur le bouton d'autorisation finale. Il brillait d'un vert éclatant. L'approbation de cette étape signifiait que le système automatisé approuverait automatiquement le refinancement avec retrait de fonds de 4 millions de dollars. Cela signifiait que la banque libérerait les fonds et se préparerait à virer l'argent directement sur le compte courant personnel d'Elia dans les 48 heures. Je n'ai pas hésité. J'ai cliqué sur approuver. Le voyant jaune clignotant sur son dossier est immédiatement devenu vert. Le statut est passé de en attente de révision à approuvé pour financement. Un reçu numérique est apparu confirmant que le virement bancaire était planifié pour exécution. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le piège était officiellement tendu. 3 jours plus tard, mon téléphone portable a vibré sur le bureau en verre de ma suite d'hôtels du centre-ville de Los Angeles. L'identification de l'appelant affichait le nom d'Elia. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Bonjour, Elia, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Joshua. Et, mec, a soufflé Elia lourdement dans le combiné. Je suis si content que tu aies décroché.
Maman et papa se sont tellement inquiétés pour toi. Assez inquiets. Pour voler l'urne de mon grand-père et la jeter sur la pelouse sous la pluie. Ai-je répliqué. Écoute, Josh. Ne faisons pas ça au téléphone, a-t-il dit. Adoptant un faux ton fraternel. Nous ne voulons pas que cela déchire la famille. De manière permanente. Nous voulons être généreux. Nous voulons t'aider à te remettre sur pied parce que nous t'aimons, même quand tu es impossible. Mon avocat nous a conseillé que la meilleure façon d'avancer est de guérir en temps. Que vraie famille est de tout formaliser correctement afin qu'il n'y ait pas de rancœur persistante. Nous voulons t'offrir un règlement financier pour t'aider à obtenir un bel appartement et à payer une thérapie, mais nous devons le faire dans les règles. Je savais exactement ce qu'il faisait. Le virement bancaire de 4 millions de dollars avait atteint le compte d'Elia ce matin-là. Maintenant qu'il avait l'argent, son avocat véreux l'avait probablement averti qu'un acte de cession falsifié pouvait encore être contesté devant un tribunal civil si je décidais de poursuivre en justice. Ils avaient besoin que je signe une quittance de réclamation hermétique, un accord de non-divulgation et une renonciation légale pour légitimer rétroactivement leur fraude. Ils essayaient d'acheter mon silence avec l'argent qu'ils venaient de voler en utilisant ma propriété. Vous voulez que je vous rencontre au bureau d'un avocat, ai-je demandé, jouant parfaitement le rôle du frère vaincu et épuisé. Demain à 10 heures du matin, a instruit Elia, son ton devenant soudain autoritaire. Son bureau est à Beverly Hills. Maman et papa seront là aussi. Viens, signe-les papiers, et nous pourrons mettre toute cette laideur derrière nous. Le lendemain matin, j'ai garé ma voiture de location dans le garage souterrain d'un immeuble en verre étincelant à Beverly Hills. Je me suis délibérément mal habillé, portant un pull délavé et trop grand et un pantalon, m'assurant de ressembler en tout point au bouc émissaire brisé qu'ils avaient désespérément besoin que je sois. Lorsque j'ai poussé la lourde porte vitrée de la salle de conférence B, l'énergie hostile était suffocante. Ma mère Martha et mon père Thomas étaient assis rigidement d'un côté de l'immense table en acajou. Chloé était assise en face d'eux, frottant dramatiquement son ventre. Elia se tenait à la tête de la table, penché en avant sur ses jointures dans une pose de pouvoir intimidante. À côté de lui se tenait Monsieur Gray, un homme chauveau. Cheveux gominés dans un costume à fine rayure bon marché. Prenez place. Joshua a ordonné Elia, désignant la chaise vide à l'extrémité de la table. Monsieur Gray a fait glisser une épaisse pile de papiers agrafés sur le bois poli. Ceci est un accord de libération globale et de non-divulgation standard, a déclaré l'avocat d'un ton monotone et ennuyeux. Il stipule que vous consentez rétroactivement au transfert de propriété, renoncez à votre droit à toute future action en justice civile ou pénale concernant le domaine de Malibu, et acceptez de cesser tout harcèlement de mes clients. Et qu'est-ce que j'obtiens exactement en échange de la cession d'une maison de 5 millions de dollars? Ai-je demandé, laissant ma voix trembler. Elia a affiché un lent sourire. Prédateur. Il a claqué des doigts. Monsieur Gray a ouvert un portefeuille en cuiré. En a sorti un chèque de banque neuf. Elia l'a fait glisser sur la table. J'ai baissé les yeux. C'était un chèque à mon nom pour 50 000 dollars. 50 000 dollars pour un domaine entièrement payé à Malibu. C'était exactement 1% de la valeur de la propriété. C'était aussi, par coïncidence, à peu près la même somme d'argent qu'ils avaient puisé dans mon fonds d'études il y a des années, ajusté à l'inflation. Nous savons que tu n'as nulle part où aller en ce moment, a ajouté Chloé doucement. Cet argent te permettra d'avoir un bel appartement. Tranquille, peut-être un modeste appartement d'une chambre. Il te donnera un coussin financier pendant que tu cherches une aide psychiatrique. Si tu sors de cette porte sans signer l'accord de libération, j'annulerai le chèque. Immédiatement, a menacé Elia, son ton se durcissant. Alors mon avocat déposera une ordonnance de restriction permanente contre toi. Tu seras sans abri.
Tu seras engagé dans un litige civil brutal pour la prochaine décennie. Je devais vendre complètement cette performance. S'il suspectait ne serait-ce qu'une seconde que j'étais en contrôle absolu, Elia pourrait essayer de déplacer les fonds volés à l'étranger. Je devais les laisser gagner la bataille. Aujourd'hui pour pouvoir les anéantir complètement dans la guerre de demain. J'ai laissé un profond soupir tremblant se bloquer dans ma gorge. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, laissant mes épaules trembler violemment. Les larmes qui coulaient entre mes doigts étaient réelles, mais c'étaient des larmes de deuil pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Je suis tellement fatigué, ai-je sangloté, sonnant complètement brisé. Je voulais juste construire quelque chose pour moi. Je voulais que vous soyez fiers de moi. Papa. La pièce est devenue complètement silencieuse. C'était exactement ce qu'ils voulaient entendre. Cela validait leur récit. Oh, Joshua a soupiré. Martha, un doux son condescendant. Nous sommes fiers de toi, mais tu n'as tout simplement pas la capacité émotionnelle de gérer de véritables richesses. C'est une bénédiction déguisée. Elia a pris un stylo doré sur la table et me l'a tendu. Signe juste les papiers, Josh. Prends les 50 000. Laisse-nous gérer le gros du travail à partir de maintenant. J'ai tendu la main, tremblant si violemment que j'ai failli laisser tomber le stylo. Monsieur Gray a rapidement retourné le lourd document à la dernière page. J'ai appuyé sur le stylo et signé mon nom. J'ai parcouru les pages, paraphant exactement là où l'avocat pointait. Chaque coup de plume était un clou dans leur cercueil collectif. En signant ce document, je documentais légalement leur intention de frauder. Ils se piégeaient dans le récit. Monsieur Gray a arraché le document et l'a tamponné de son sceau notarial. C'est finalisé. Elia s'est affalé sur sa chaise avec un énorme sourire victorieux. Prends ce chèque en sortant, a-t-il ricané, abandonnant instantanément l'acte de frère attentionné. Et écoute, nous organisons une immense fête de crémaillère au domaine ce samedi pour célébrer notre nouveau portefeuille. Tous mes investisseurs haut de gamme seront là. Nous t'inviterions, mais étant donné ton état actuel, il est préférable que tu la sautes. J'ai ramassé le chèque de doigts tremblants et je me suis levé. Je m'en souviendrai, ai-je murmuré. Je suis sorti de la salle de conférence. Les lourdes portes vitrées se sont refermées derrière moi. Au moment où je suis entré dans l'ascenseur privé descendant au garage, ma posture s'est instantanément redressée. Le tremblement dans mes mains a disparu. Une berline de luxe noire et élégante tournait au ralenti dans le garage sombre. Je me suis glissé sur le siège passager. Mon avocat, David, était assis derrière le volant, tapant sur une tablette numérique sécurisée. Comment s'est passé là? Performance, a demandé David, sa voix nette. Digne d'un prix, ai-je répondu, jetant le chèque de 50 000 $ sur la console centrale. Ils ont tout cru. Ils ont signé l'accord de non-divulgation. David a affiché une expression prédatrice. Parfait. J'ai d'excellentes nouvelles. Regarde ça. Il a tendu sa tablette. Elle affichait un journal de transactions en temps réel. Le virement bancaire de 4 millions de $ de la Banque de New York a officiellement atteint le compte californien d'Elia il y a 20 minutes. Les fonds ont traversé les frontières de l'État. Fraude électronique fédérale, ai-je dit, une profonde satisfaction s'installant dans ma poitrine. Exactement, a confirmé David. Il vient d'inviter le Federal Bureau of Investigation et l'Internal Revenue Service directement dans son salon. Et le chèque? Nous le gardons, ai-je dit. C'est une preuve physique de leur tentative d'extorquer mon consentement. Nous l'apporterons à la fête de crémaillère samedi. Ce sera l'accessoire parfait pour quand les agents fédéraux défonceront les portes. Le samedi soir est arrivé avec un ciel sans défaut et sans nuages. Le genre de
Soirée pour laquelle les agents immobiliers de Malibu facturent un supplément. La route le long de la Pacific Coast Highway était lisse. Le son rythmique des vagues de l'océan offrait une bande-son apaisante à ma vengeance imminente. Alors que ma voiture de ville tournait dans ma rue, l'ampleur de la folie. Delia est apparue. Le bloc entier était bordé de voitures de sport coûteuses. Et de berlines de luxe. Un service de voituriers privés garait les voitures sur la pelouse sud. Le son d'un quatuor à cordes en direct flottait dans l'air frais du soir. Je suis sorti de la voiture. Je ne portais pas un pull trop grand. Aujourd'hui. Je portais un costume anthracite élégant et sur mesure. C'était l'armure d'un homme qui était sur le point d'exécuter la vengeance la plus brutale et légalement parfaite imaginable. Je suis entré par les immenses portes. En acajou dans le grand foyer. Personne ne m'a arrêté. Le personnel de restauration se précipitait avec des plateaux d'argent de champagne. Je suis sorti par les portes-fenêtres ouvertes sur le vaste patio arrière. Des dizaines de personnes vêtues de tenues de soirée de créateurs socialisés autour de ma piscine. Une énorme sculpture de glace dominait la table centrale. Elia faisait les 100 pas près du bar extérieur, portant un smoking sur mesure. Aboyant des ordres au personnel de l'événement comme s'il était un milliardaire. Je suis resté en haut des marches en pierre pendant un long moment, juste allé regarder. Puis l'inévitable effet d'entraînement a commencé. Une femme s'est retournée et m'a vu. Elle a donné un coup de coude à son mari. Le bavardage insouciant a commencé à s'éteindre. Le quatuor à cordes a faibli et en quelques secondes la musique s'est complètement arrêtée. Le silence qui s'est abattu sur l'énorme fête était absolu et assourdissant. Tous les yeux étaient fixés sur moi. J'ai lentement descendu les marches de pierre. Des chuchotements nerveux ont éclaté. Elia a figé, sa mâchoire serrée, ses yeux grands ouverts avec un mélange de choc et de panique soudaine. Avant qu'il ne puisse bouger, mon père Thomas s'est frayé un chemin agressivement à travers la foule riche. Son visage était un masque de pure fureur. Il a saisi mon bras d'une poigne punitive. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a sifflé Thomas. « Tu as signé l'accord. Tu as pris l'argent. Sors avant que je ne demande à la sécurité de te traîner dehors. Enlevez votre main de moi, papa, ai-je dit, ma voix portant une autorité glaciale que je n'avais jamais utilisée avec lui auparavant. Il a hésité, puis a relâché mon bras, reculant. J'ai tendu la main dans ma poche intérieure de ma veste et j'ai sorti l'épaisse invitation dorée en relief que Chloé m'avait arrogamment envoyée par courrier à mon hôtel juste pour se moquer de moi. Je l'ai tenu haut. J'ai été invité, ai-je répondu à voix haute, m'assurant que ma voix portait à travers le patio silencieux. Chloé m'a spécifiquement demandé de venir. Thomas a regardé la lourde carte dorée, sa bouche s'ouvrant et se refermant silencieusement, son argument était complètement détruit. Dans ce bref moment de sa confusion absolue, je l'ai contourné. Je n'ai pas marché vers Elia. Au lieu de cela, j'ai marché vers la plateforme en bois surélevé où le DJ Julien se tenait derrière une énorme table de mixage. J'ai monté les escaliers, j'ai pris le microphone sans fil posé sur le bord de sa table et je me suis tourné pour faire face à la foule immense. J'ai tapé 2 fois sur le microphone. Les coups nets et amplifiés ont résonné fortement sur la pelouse. Bonsoir à tous, ai-je dit, ma voix projetant doucement à travers les haut-parleurs haut de gamme. Bienvenue à Malibu. Je voulais prendre un bref instant pour porter un toast spécial à notre hôte ce soir. J'ai regardé directement Elia. Il était raide comme une planche. Elia, ai-je continué. Mon ton incroyablement joyeux. Tu as toujours dit à cette famille que tu étais un visionnaire financier. Et cette semaine, tu l'as vraiment prouvé. Tu as exécuté une transaction immobilière si audacieuse, si à couper le souffle. D'agressivité qu'elle devrait figurer dans un manuel
Des chuchotements se sont répandus dans la foule. Les contacts d'affaires qu'Elia avait invités ont commencé à hocher la tête, souriant d'accord, interprétant complètement mon sarcasme comme un éloge sincère. Vous avez vu un domaine de 5 millions assis. Ici avec des capitaux propres morts, ai-je projeté dans le microphone, et vous avez pris des mesures décisives. Vous avez transféré la propriété, mis à profit. L'actif est obtenu 4 millions de dollars en fonds de refinancement avec retrait de fonds en un temps record. Il faut un genre d'entrepreneur très spécial pour réaliser un coup comme celui-là sans effectuer une seule recherche de titre standard. Les sourires sur les visages de ces investisseurs ont soudainement vacillé. Acheter une propriété de luxe sans recherche de titre n'était pas visionnaire. C'était un suicide financier. Éteignez ça tout de suite, a crié Chloé hystériquement, gravissant les escaliers en bois à toute vitesse, se jetant sur moi pour arracher le microphone. Je l'ai contourné calmement. Attention, Chloé, ai-je averti par les haut-parleurs. Nous ne voulons pas faire monter votre tension artérielle. Je donne simplement à votre mari la grande reconnaissance publique qu'il désire si désespérément. Joshua, s'il te plaît, arrête de parler, a crié Elia depuis l'herbe, sa voix se brisant de terreur authentique. Vous voyez, ai-je dit dans le microphone, regardant la mère de visage perplexe. Quand Elia et mon père ont falsifié ma signature sur un acte de cession pour voler cette maison, ils pensaient avoir déjoué un simple comptable. Ce qu'ils ont omis de réaliser, c'est que je n'ai jamais réellement possédé cette propriété à mon nom personnel. Elle appartenait à Horizon Management Trust. Et en tant qu'expert comptable judiciaire, j'ai spécifiquement structuré ce trust pour porter un privilège fiscal fédéral de 3,5 millions de dollars juridiquement contraignant. La foule a halté. Collectivement. Plusieurs investisseurs élégamment vêtus ont immédiatement posé leur coupe de champagne. Ils savaient exactement ce que signifiait un privilège fiscal fédéral. Elia a arrêté de marcher. Ses bras sont tombés mollement sur ses côtés. Son visage a perdu toute couleur, se transformant en un masque pâle et maladif de choc. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas le droit immobilier, ai-je continué doucement. Un acte de cession-transfert. Une propriété avec chaque dette qui y est attachée. Ainsi, quand Elia a précipité sa petite falsification, il s'est légalement porté volontaire pour absorber personnellement ma dette fiscale de 3,5 millions de dollars envers l'Internal Revenue Service. Il pensait obtenir un manoir gratuit. Au lieu de cela, il s'est légalement engagé à payer des millions au gouvernement fédéral. Tu mens, a crié Thomas, sa voix se brisant de panique. J'ai traité les documents moi-même. Il n'y avait pas de privilège. Si vous aviez engagé un véritable agent de titre au lieu de corrompre votre ami notaire, vous auriez vu le dépôt, papa, ai-je répondu calmement. Mais ça va encore mieux. Elia n'a pas seulement transféré la maison. Il l'a immédiatement utilisée comme garantie pour obtenir un refinancement avec retrait de fonds de 4 millions de dollars auprès d'une banque à New York. Vous avez pris une propriété qui devait déjà 3,5 millions de dollars au gouvernement, caché cette dette, et utilisé l'actif compromis pour emprunter 4 millions en argent liquide. Les halètements de l'audience étaient plus forts cette fois-ci. Les gens ont physiquement reculé. Delia. Vous avez fraudé une institution financière majeure, ai-je déclaré. Ma voix résonnant comme le tonnerre. Vous avez commis une fraude électronique fédérale. Et parce que vous avez transféré ces fonds volés à travers les frontières des États, vous avez officiellement invité les plus hauts niveaux des forces de l'ordre fédéral directement dans vos comptes bancaires. C'est impossible, a murmuré Elia bruyamment, secouant la tête. La banque a approuvé le prêt. L'argent est sur mon compte en ce moment. Tu es juste un menteur jaloux. Je suis millionnaire. En es-tu si sûr, ai-je demandé, lui
offrant un sourire dévastateur et de pitié. Parce que l'internal revenu service a été informé de votre énorme nouvelle obligation fiscale hier. Et quand le gouvernement fédéral réalise qu'un débiteur a soudainement 4 millions en liquidité sur un compte courant californien, il n'envoie pas de lettre polie. Il saisit tout. Je vous suggère de vérifier vos soldes, Elia. Vérifiez vos comptes professionnels. Vérifiez les cartes de crédit que vous avez utilisées pour payer cette fête extravagante. Prouvez-moi le contraire maintenant devant tout le monde. Elia est resté paralysé. Le silence sur le patio était si profond que je pouvais entendre l'énorme sculpture de glace fondre, l'eau goûtant sur les pavés de pierre. Lentement, ses mains tremblant violemment, il a tendu la main dans sa veste de smoking sur mesure et a sorti son smartphone. Il a touché l'écran, ouvrant son application bancaire principale. Il a cligné. Une fois, 2 fois. Il a fait glisser son pouce sur le verre, actualisant la page. Un étrange son étouffé s'est échappé de sa gorge, comme un homme qui venait d'être frappé directement à l'estomac. Il a touché une autre icône, ouvrant ses comptes professionnels. Puis les applications de carte de crédit. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Chloé, sa voix aiguë. « Dis-lui qu'il ment. Montre à tout le monde. » Elia ne lui a pas répondu. Il a lentement tourné le téléphone pour que Chloé puisse voir l'écran. Je n'avais pas besoin d'être à côté d'eux pour savoir exactement ce qu'il disait. Chaque compte affichait une bannière rouge vif en haut, gelée, ordre fédéral. Chloé a poussé un cri perçant et hystérique. Les riches investisseurs et contacts d'affaires n'ont pas eu besoin d'entendre un mot de plus. Ils reconnaissaient un navire qui coule. Quand ils en voyaient un, ils ont immédiatement commencé à reculer du bar extérieur, posant leur coûteuse coupe de champagne sur n'importe quelle surface plane qu'ils pouvaient trouver. Ils se dirigeaient tranquillement et rapidement vers les portails latéraux, désespérés de se distancier d'un homme qui venait d'être publiquement marqué par l'Internal Revenue Service. Personne ne veut être un dommage collatéral lors d'une descente fiscale fédérale. Avant que quiconque ne puisse formuler une pensée cohérente, un fort bruit de broyage mécanique a brisé l'atmosphère tendue. Il venait de l'avant de la maison. Le grondement lourd et inimitable d'un gros moteur diesel a résonné le long de l'allée, suivi du grincement du métal frottant contre le pavé. J'ai calmement descendu les marches en bois de la plateforme du DJ et j'ai suivi la foule. Elia et Chloé ont sprinté devant moi, poussant leurs propres invités hors du chemin dans une panique aveugle. Lorsque nous avons atteint la vaste allée. Avant, la scène était une perfection absolue. Une énorme dépanneuse porte-engins robuste était garée en diagonale à travers l'entrée. Un homme costaud en gilet de sécurité réfléchissant, Christian, actionnait actuellement un treuil hydraulique. L'épais câble d'acier était déjà solidement accroché à l'essieu avant de la toute nouvelle Lamborghini Urus noir mat d'Elia. Et, a crié Elia, agitant les bras frénétiquement en sprintant dans l'allée. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Enlève ce crochet de ma voiture tout de suite. Je possède ce véhicule. Je l'ai payé en espèces mardi. Christian n'a même pas bronché. Il a sorti nonchalamment un presse-papier du siège passager de son camion et l'a tendu. Il avait l'air ennuyé. J'exécute un ordre fédéral de saisie d'actifs, mon pote, a dit Christian à voix haute pour que la foule rassemblée l'entende. L'achat a été effectué avec des fonds gelés liés à un privilège fiscal fédéral massif. Le concessionnaire a rappelé le titre 7. Après-midi à la demande du gouvernement. Cette voiture appartient maintenant aux fédéraux. Elia s'est arrêté net. Il a fixé le presse-papier, puis a levé les yeux vers la Lamborghini tandis que le treuil grognait lentement, traînant le véhicule de luxe de 4 millions de dollars sur la rampe métallique raide de la dépanneuse. Les pneus coûteux grinçaient fortement contre l'acier. C'était son physique de tout son faux empire étant emporté.
Elia est tombée à genoux. Sur le pavé, complètement brisé. Son coûteux blazer de velours ramassa la saleté de mon allée. Lève-toi, Elia, a crié Chloé, tirant frénétiquement son épaule. Fais quelque chose. Appelle la police. Ils ne peuvent pas simplement prendre notre propriété. En fait, ils le peuvent absolument, a annoncé une voix profonde et autoritaire depuis le bord de l'allée. La foule s'est séparée. Instinctivement. Un homme que j'ai immédiatement reconnu s'est avancé. C'était l'agent spécial Nathan, mais il ne portait pas encore son gilet tactique. Il portait un smoking élégant sur mesure, ressemblant exactement à l'un des investisseurs haut de gamme qu'Elia avait invité pour impressionner. À côté de lui se tenait l'enquêteur Samuel de l'IRS, portant un élégant costume sombre. Il se tenait dans la foule tout ce temps, buvant de l'eau pétillantée, regardant la confession publique se dérouler. L'agent Nathan a tendu la main à l'intérieur de sa veste de smoking et a sorti un portefeuille en cuir. Il l'a ouvert, révélant l'insigne doré et brillant du Federal Bureau of Investigation. À côté de lui, Samuel a produit ses propres accréditations pour l'internal Revenu Service. Le halètement collectif de la foule cette fois-ci était de pure et authentique terreur. Les élites riches ont soudainement réalisé qu'elles se trouvaient en plein milieu d'une opération d'infiltration fédérale. Elia a dit l'agent Nathan, sa voix portant le poids indéniable de l'autorité fédérale. Lève-toi et mets tes mains derrière le dos. Elia n'a pas bougé. Il était complètement paralysé. Chloé, cependant, a complètement perdu la tête. Non, a-t-elle crié, se plaçant devant son mari comme un bouclier humain. Vous n'avez aucun droit d'être ici. C'est un événement privé. Vous ne pouvez pas simplement nous harceler parce que mon beau-frère jaloux vous a dit des mensonges. L'agent Nathan n'a pas discuté avec elle. Il a simplement levé sa main droite et a fait un signal manuel tactique net. Instantanément, toute la dynamique de la fête a changé. Au moins une douzaine de personnes que j'avais supposé n'être que du personnel de restauration se sont soudainement mises en action. Le barman a tendu la main sous le comptoir et a sorti une radio lourde. Les serveurs portant des plateaux d'argent les ont posés et ont dézippé leurs gilets de restauration, révélant des coupe-vents bleu foncé avec des lettres jaunes vives dans le dos. FBI et IRS. Le périmètre est sécurisé, a annoncé l'un des agents infiltrés à voix haute par radio. La résidence privée à laquelle vous faites référence est actuellement une scène de crime fédéral active, a dit l'enquêteur Samuel A. Chloé, sa voix plus froide que la sculpture de glace fondante près de la piscine. Et nous avons des mandats fédéraux signés par un juge de paix nous autorisant à sécuriser cette propriété, à geler tous les actifs associés et à appréhender le principal suspect. Maintenant, écartez-vous, madame, ou vous serez accusé d'entrave à une enquête fédérale. Chloé a reculé précipitamment, abandonnant complètement son mari dès qu'elle a réalisé que sa propre liberté était en jeu. Deux agents fédéraux ont saisi Elia par les bras et l'ont mis debout. Mort d'attente, Elia a récité fermement l'agent Nathan, sortant une paire de lourdes menottes en acier de sa ceinture. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique fédérale, fraude bancaire et vol d'identité aggravée. Vous avez le droit de garder le silence. Le claquement métallique aigu des menottes se refermant autour des poignets d'Elia a résonné fortement sur l'allée. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. C'était le son d'un cycle de 30 ans de manipulation familiale toxique, se brisant enfin en deux. C'est une erreur, a balbutié Elia, les larmes coulant sur son visage, ruinant son image parfaitement soignée. Je n'ai rien volé. Thomas m'a dit que c'était légal. Mon père m'a dit qu'il avait géré les documents. C'est un banquier. Il m'a dit que c'était un transfert propre. Avant que les agents ne puissent fermer la lourde porte du SUV fédéral sur Elia, mon père s'est précipité, transpirant abondamment. Officier,
S'il vous plaît. Mon fil essaie clairement de dévier le blâme. Je suis un ancien cadre bancaire. Respecté. J'ai simplement facilité un transfert familial standard. L'agent spécial Nathan a regardé mon père avec un regard si froid qu'il aurait pu geler l'océan Pacifique. Protéger des actifs en contraignant un notaire enregistré à tamponner un document frauduleux sans la présence du signataire principal? Parce que nous avons déjà rendu visite à votre vieil ami à la banque 7. Après-midi. Il a tout avoué dès que nous avons mentionné les accusations de conspiration fédérale. Thomas a arrêté de respirer. L'enquêteur Samuel s'est avancé, tenant un épais dossier manille. Thomas, a dit Samuel, sa voix parfaitement claire. En tant qu'ancien cadre d'une banque commerciale assurée. Au niveau fédéral, vous êtes pleinement conscient des sanctions pour fraude bancaire. En participant activement à une conspiration visant à frauder une institution financière, vous avez violé les termes fondamentaux de vos accords de départ et de retraite. Le gouvernement fédéral saisit officiellement toute votre pension bancaire. Vous ne recevrez plus un centime pour le reste de votre vie. Les mots ont frappé mon père comme un coup physique. Toute son identité et sa sécurité financière étaient liées à cette énorme pension. Il a serré sa poitrine, son visage prenant une teinte grise dangereuse. Il a commencé à halter, ses genoux fléchissant sous lui. Ma pension, a-t-il sifflé, les yeux grands ouverts d'une terreur absolue. Vous ne pouvez pas prendre ma pension. J'ai travaillé pendant 40 ans. Thomas s'est effondré sur l'allée pavée, serrant son cœur. Les agents fédéraux n'ont pas paniqué. L'un des médecins infiltrés s'est avancé, vérifiant calmement son pouls et appelant une ambulance par radio. C'était une crise de panique classique provoquée par le poids écrasant et soudain de la responsabilité. J'ai regardé l'homme qui avait volé mon fonds d'études haletant sur le béton. Dépouillé de sa richesse, de sa réputation et de sa liberté. Je n'ai ressenti absolument rien pour lui. Les lumières rouges et bleues du SUV fédéral ont illuminé l'allée tandis qu'il s'éloignait lentement, transportant le faux millionnaire vers une très réelle cellule de prison fédérale. L'immense fête de crémaillère a été abandonnée. Les lumières rouges et bleues de l'ambulance pulsait contre les haies taillées de mon allée, projetant de longues ombres erratiques sur les pavés de pierre. Le silence assourdissant de la fête abandonnée n'était brisé que par le crépitement des radios des ambulanciers et la respiration lourde et irrégulière de mon père. Je me tenais parfaitement immobile près de la grande entrée en acajou de ma maison. Mon costume anthracite était élégant contre la fraîche brise océanique. J'ai vu les techniciens médicaux d'urgence soulever soigneusement Thomas sur une civière pliable. Il était conscient mais complètement insensible. Ses yeux grands, ouverts et fixant le ciel sombre et sans nuages de Malibu. La réalité absolue de son héritage bancaire brisé l'avait écrasé physiquement. Il savait que sa réputation, sa liberté et la sécurité financière qu'il vénérait étaient parties. Pour toujours. Ils l'ont emmené vers l'arrière de l'ambulance. C'est à ce moment-là que ma mère a détourné son attention de la civière et m'a regardé directement. Pendant mes 33 ans de vie, Martha m'avait regardé avec divers degrés de déception, d'agacement ou de manipulation calculée. Elle me voyait comme un distributeur de billets ambulants, un filet de sécurité pour son enfant. Chérie, Elia. Mais ce soir, alors qu'elle me fixait à travers les débris de l'allée, ses yeux contenaient une terreur primale absolue. L'arrogante matriarche qui m'avait giflé quelques jours plus tôt à son barbecue était complètement partie. Son coûteux collier de diamants semblait lourd et absurde. Contre sa peau pâle et tremblante. Elle a fait un pas hésitant vers moi, puis un autre, et puis elle courait pratiquement. Joshua, a crié Martha, sa voix se brisant d'une angoisse désespérée et irrégulière. Joshua, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. Tu dois leur parler. Elle a comblé la distance entre nous, et
À mon étonnement absolu, ses genoux ont fléchi. Ma mère, la femme qui se souciait plus de sa réputation au country club que du bien-être de son propre fils, est tombée lourdement sur le béton, juste à mes pieds. Elle a saisi le tissu de mon pantalon de costume de main tremblante, me regardant avec d'épaisses larmes de mascara noir coulant sur son visage. Tu dois dire aux agents fédéraux que c'était un malentendu, a supplié Martha, ces mots s'échappant dans une précipitation frénétique et hyperventilée. Dis-leur que tu as donné la permission à Elia. Dis-leur que ton père essayait juste d'aider à consolider les actifs familiaux. Si tu n'arrêtes pas ça tout de suite, ils mettront ton père en prison. Il mourra là, Joshua. Il a un problème cardiaque. Ils ont pris sa pension. Il ne nous restera absolument plus rien. J'ai regardé la femme qui a joyeusement vidé mon fonds d'études pour offrir un mariage somptueux à Elia. J'ai regardé la femme qui a vu son mari falsifier ma signature pour voler ma maison de 5 millions de dollars et la célébrer avec une fête haut de gamme. J'ai regardé la femme qui avait passé toute ma vie à s'assurer que je savais que mon salaire et mon succès n'étaient précieux que s'ils étaient remis à mon frère. Ce n'était pas un malentendu, maman, ai-je dit. Ma voix était complètement dépourvue de chaleur, de sympathie ou de colère. C'était juste un fait glacial et indéniable. C'était un crime fédéral calculé et délibéré. Vous vous êtes tous assis dans une pièce et avez décidé que ma vie, mon travail acharné et ma propriété vous appartenaient. Vous pensiez pouvoir simplement prendre ce qui était à moi parce que vous aviez décidé que je ne le méritais pas. Mais nous sommes ta famille, a sangloté Martha, enfouissant son visage contre mes jambes, recourant à la seule arme qui lui restait dans son arsenal. Nous sommes ton sang. Tu ne peux pas faire ça à ton propre sang. Chloé est enceinte. Elle a besoin de son mari. J'ai besoin de ton père. S'il te plaît, Joshua. Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Nous te rendrons la maison. Nous nous excuserons. Appelle juste les agents et dis-leur que tu as fait une erreur. J'ai reculé doucement mais fermement, la forçant à lâcher mon costume. Elle s'est affaissée sur le pavé, impitoyable à ma pleurant d'orgueil ruiné. Chloé se tenait à quelques pas, les bras serrés autour de son propre ventre, regardant ma mère supplier. Chloé n'a pas dit un seul mot pour me défendre. Elle n'a pas non plus rejoint Martha dans ses supplications. Je pouvais voir le calcul froid et impitoyable travailler derrière les yeux de Chloé. Elle se distançait déjà mentalement du navire qui coule. Je savais à ce moment-là qu'elle planifiait déjà le divorce. Elle cherchait comment demander la garde exclusive de leur enfant à naître afin de ne pas être entraînée par un acte d'accusation fédérale. Il n'y a pas de loyauté entre voleurs lorsque le gouvernement fédéral défonce la porte. J'ai tendu la main à l'intérieur de ma veste de costume. J'ai sorti le chèque de banque rectangulaire et net qu'il m'avait forcé à accepter au bureau d'avocat véreux de Monsieur Gray quelques jours auparavant. Les 50 000 $ qu'il pensait acheter mon silence et effacer un vol de plusieurs millions de dollars. J'ai tenu le chèque haut pour que Martha et Chloé puissent clairement voir les chiffres sous les lumières vives du porche. Vous ne pouvez pas rendre la maison, ai-je déclaré avec une clarté absolue. Parce qu'elle n'a jamais été la vôtre, et je ne peux pas empêcher le gouvernement fédéral de poursuivre une affaire de fraude électronique qu'Elia a minutieusement documentée sur un serveur bancaire. J'ai serré les bords du lourd chèque en papier. D'un mouvement lisse et délibéré, je l'ai déchiré parfaitement en deux. Martha a haleté, ses yeux s'écarquillant tandis que le bruit du papier déchiré résonnait dans l'allée silencieuse. J'ai laissé les deux morceaux déchirés du chèque voltiger de mes doigts. Ils ont flotté dans l'air frais de la nuit, atterrissant doucement sur le béton juste à côté des mains tremblantes de ma mère. Utilisez ceci pour engager un avocat décent, lui ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Vous allez avoir besoin de chaque centime.
J'ai tourné le dos à ma mère en pleurs et j'ai descendu la longue allée vers ma voiture de ville en attente, laissant les ruines de ma famille derrière moi dans la brise océanique. J'ai dormi cette nuit-là dans ma suite d'hôtel du centre-ville avec une paix profonde et ininterrompue que je n'avais pas ressentie depuis que j'étais un petit garçon. Les semaines suivantes furent un bain de sang juridique implacable et impitoyable. J'ai observé les retombées depuis la sécurité de mon bureau d'entreprise, recevant des mises à jour régulières de mon avocat, David Elia a passé son premier week-end dans une cellule de détention fédérale parce qu'il avait 4 millions de dollars en espèces volées sur des comptes gelés. Le juge de paix fédéral l'a jugé comme un risque de fuite massif et lui a entièrement refusé la caution. Il a troqué son blazer de velours bordeaux sur mesure contre une combinaison orange standard. Monsieur Gray, son avocat arrogant aux cheveux gominés, l'a immédiatement laissé tomber comme client dès l'instant où il a réalisé que le chèque d'acompte allait rebondir. Elia s'est vu attribuer un défenseur public qui avait environ 5 minutes pour examiner son dossier avant sa comparution. Mon père a survécu à sa crise cardiaque, mais sa vie telle qu'il la connaissait était entièrement terminée. Fidèle à sa parole, l'enquêteur Samuel de l'IRS a initié la saisie immédiate de la pension bancaire de Thomas. Il s'est avéré que la promotion que Thomas avait utilisée pour corrompre son ami notaire violait une douzaine de réglementations bancaires différentes. La banque ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Thomas risquait des décennies de prison fédérale pour complot et fraude bancaire. Il a réussi à obtenir sa libération sous caution en utilisant le reste de l'équité de la maison de Calabaza, mais les frais juridiques la vidaient à l'heure. Martha et Chloé ont été laissées complètement démunies. Martha passait ses journées à appeler frénétiquement tous les parents éloignés qu'elle avait jamais ignorés, suppliant pour des prêts que personne n'était prêt à lui accorder. Chloé, agissant exactement comme je l'avais prédit, a emballé ses coûteux sacs de créateurs, et retourné vivre chez ses propres parents et a officiellement demandé le divorce. Elle a complètement jeté Elia sous le bus, affirmant qu'elle n'avait aucune idée qu'il commettait une fraude et exigeant la garde complète du bébé. Elles se déchiraient mutuellement pour des miettes. Le faux empire fut complètement rasé. Environ un mois après la descente, les rubans de police et les scellés fédéraux furent finalement retirés de ma propriété. J'ai monté ma voiture sur l'allée raide de mon domaine de Malibu. Le portail d'entrée était déverrouillé. J'ai glissé ma clé nouvellement fabriquée dans le pen dormant et poussé les lourdes portes en acajou. Je suis entré. La maison sentait incroyablement mauvais. Elle sentait le champagne éventé, le parfum de créateur bon marché et la cupidité désespérée. Les canapés modulaires en velours, voyant et hideux, que Chloé avait acheté avec l'argent volé, étaient toujours dans mon salon. Les armoires de cuisine bon marché et mal construites qu'il avait essayé d'installer au-dessus de mon marbre italien importé étaient à moitié terminées. Le domaine semblait profondément contaminé par leur brève présence toxique. Ils avaient essayé de m'effacer de mon propre sanctuaire. J'ai sorti mon téléphone et appelé un service de nettoyage industriel haut de gamme. Je n'ai pas seulement appelé un service de nettoyage standard. J'ai appelé une équipe spécialisée dans la fumigation chimique profonde et l'enlèvement des risques biologiques. En moins de 2 heures, une flotte de fourgonnettes blanches a remonté mon allée. Une équipe d'hommes portant des combinaisons de protection intégrale robustes est entrée dans la maison. J'ai rencontré le contremaître dans l'allée et je lui ai remis une liste d'instructions très spécifiques. Arrachez les meubles en velours et emportez-les à la décharge du comté, ai-je ordonné. Démontez ces nouvelles armoires de cuisine et écrasez-les. Je veux que vous nettoyiez chaque centimètre des planchers de bois franc, des murs, des plinthes et du plafond. Ne laissez absolument aucune trace des personnes qui étaient ici. J'ai payé le contremaître au triple de son tarif habituel pour faire quelque chose d'extrême.
Je leur ai ordonné d'envelopper tout le domaine. De 5 millions de dollars dans une immense tente de fumigation à rayures vives. Je me tenais sur la pelouse avant, tenant mon sac fourre-tout en cuir. Ah. L'intérieur du sac, soigneusement rangé dans une pochette en velours, se trouvait l'urne en bois contenant les cendres de mon grand-père. La même urne qu'Elia avait jetée avec insouciance dans une boîte en carton. J'ai regardé la lourde toile tombée sur le toit de la maison, la coupant du monde extérieur. C'était un nettoyage littéral et symbolique. L'infection toxique qui avait ravagé ma vie pendant 33 ans était enfin en train d'être exterminée. Le poison était extrait des murs, des sols et de ma vie entièrement. Alors que je regardais l'épais brouillard chimique commencer à remplir la tente Céléa. Travers les lourdes fenêtres en plastique, j'ai réalisé quelque chose de fondamental sur la nature de la famille. La société nous conditionne dès le plus jeune âge à croire qu'un ADN partagé est un contrat sacré incassable. On nous dit que le sang est plus épais que l'eau. On nous apprend que nous avons une obligation obligatoire d'endurer le manque de respect, les abus financiers et la manipulation émotionnelle simplement parce que la personne qui nous blesse partage notre nom de famille. On nous conditionne à sourire à travers la douleur et à maintenir la paix à tout prix. On nous dit de pardonner l'impardonnable. Mais en tant qu'expert comptable judiciaire, je vois le monde à travers une lentille plus froide et plus réaliste. Je regarde les registres. Je regarde les investissements, les passifs et les rendements. Toute ma vie, j'avais investi mon amour, mon argent, mon salaire et ma santé mentale dans une unité familiale qui n'a absolument rien produit d'autre qu'une dette émotionnelle massive. Ils ont vu ma gentillesse comme une faiblesse à exploiter. Ils ont pensé que mon silence, ma volonté d'éviter les conflits était une invitation ouverte à voler tout mon avenir. Ils ont oublié que l'indépendance n'est pas un cadeau que l'on vous fait. L'indépendance est une forteresse. Elle est méticuleusement construite brique par brique, dollar par dollar, nuit après nuit, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour défendre vos propres frontières. Le vrai prix de la liberté absolue est la volonté de s'éloigner des personnes qui vous tirent vers le bas, même si vous les avez connues toute votre vie. Il y a une logique belle, indéniable et douce à ma profession. Les chiffres ne mentent jamais et les dettes sont toujours dues. Ma famille pensait pouvoir forger une nouvelle réalité avec un stylo noir bon marché. Mais au final, les maths les ont rattrapés. Le grand livre était enfin équilibré. Le soleil commençait à se coucher sur l'océan Pacifique, projetant de brillantes traînées d'orange et de violet profond à travers l'horizon. La tente de fumigation avait été retirée il y a quelques jours. La maison était impeccable, sentant légèrement les agrumes et les nettoyants industriels. Mes meubles originaux, méticuleusement choisis, avaient été restaurés de l'entrepôt sécurisé où Elia les avait jetés. J'étais assis sur le vaste balcon arrière de ma chambre principale, écoutant le fracas rythmique des vagues contre le rivage. Posé sur la table en verre à côté de moi se trouvait l'urne en bois. J'ai tendu la main et posé ma main sur le bois lisse et poli. J'ai pensé à mon grand-père. J'ai pensé au jour de ses funérailles. J'étais un adolescent, debout à l'arrière de l'église dans un costume mal ajusté, regardant mes parents ignorer complètement son héritage tout en essayant activement de trouver comment diviser ses modestes actifs. Mon grand-père était la seule personne dans cet vaste arbre généalogique toxique qui m'ait jamais regardé et ait vu un être humain au lieu d'une ressource financière. C'était un homme tranquille et travailleur. C'est lui qui avait initialement mis en place ce fonds d'études. Pour moi. Il savait exactement de quoi Thomas et Martha étaient capables, et il a essayé de me protéger. Son vrai héritage n'était pas l'argent qu'ils m'ont finalement volé. Son vrai héritage était l'éthique de travail, la résilience tranquille et l'esprit vif qu'il a transmis. Il m'a appris à observer attentivement, à planifier méticuleusement et à ne jamais laisser quelqu'un de bruyant et d'arrogant me convaincre que j'étais petit.
J'ai regardé l'eau. La tempête était complètement passée. Elia était assis dans un pénitencier fédéral en attente de jugement, risquant une peine minimale obligatoire qui garantirait qu'il passerait les meilleures années de sa vie derrière les barreaux. Thomas était disgracié, fauché et légalement interdit de jamais remettre les pieds dans une institution financière. Martha vivait dans un appartement de location exigu, complètement dépouillé de son statut social. Forcée de faire face à la réalité des monstres qu'elle avait créés et permis. Ils avaient essayé de me détruire pour construire leur faux empire et, ce faisant, ils ont fourni les outils exacts nécessaires à leur propre destruction. Ils m'ont tendu la corde et je leur ai simplement permis de nouer le nœud. Eux-mêmes. J'ai pris ma tasse de café noir, j'ai pris une lente gorgée et j'ai laissé la fraîche brise marine laver mon visage. J'avais 33 ans, entièrement autodidacte et enfin vraiment seul. Et c'était le plus beau et libérateur sentiment du monde. S'il y a une leçon profonde que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est celle-ci. Ne laissez jamais la société, la culpabilité ou la manipulation vous convaincre qu'une relation biologique accorde à quelqu'un un accès total pour vous manquer de respect. On nous apprend à sacrifier notre paix au nom de la famille. Mais une vraie famille protège votre paix. Elle ne la considère pas comme un obstacle à sa propre cupidité. Si vous êtes la personne qui fait le travail acharné, qui gagne votre salaire et qui bâtit votre vie, tandis que vos proches s'attendent à ce que vous payiez l'addition pour leur mauvais choix, vous n'êtes pas un bon frère ou un bon enfant. Vous êtes un otage financier. Auditez vos propres relations. Regardez attentivement les personnes qui prétendent vous aimer. Célèbre-elles votre succès ou calcule-elles immédiatement comment votre succès peut leur être bénéfique? Le courage de s'éloigner des personnes toxiques, même si elles partagent votre ADN, est la forme la plus élevée de bien-être personnel et de respect de soi. Vous avez le droit de construire une forteresse impénétrable autour de votre vie et de verrouiller les portes. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui.